Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous conduis, vous le savez maintenant, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes et les personnalités de notre territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Vendée. Et si je vous dis boulangerie, vous me répondez, j'entends pas, la Micaline. Bien évidemment, nous sommes avec David Giraudot qui en est le directeur général et on va le prendre à Saint-Jean-de-Mont directement au siège de la Micaline. Il est là, il nous attend et je le fais monter. Bonjour David Giraudot. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. On est ravis de vous avoir. C'est toujours beau à Saint-Jean-de-Mont. Hein. Presque. Bon, on n'a pas nos maillots de bain, on va pas y se baigner, mais on va aller voir la mer. On est ravis de vous avoir avec nous David, on va parler de vous forcément, de la Micaline. C'est quoi l'histoire de la Micaline? C'est l'histoire d'une famille de maraîchins. Maraîchins puisque en fait la famille est originaire de Sallertaine, à 10 km d'ici à peu près. Je remonte il y a une centaine d'années. 1850 je crois. Alors 1850 parce que si on veut remonter encore plus loin, mais on va aller se positionner sur mon arrière-grand-mère en fait, qui s'appelait Angelina Barthaud. Et qui décide d'ouvrir un petit commerce à Sallertaine, dans le bourg, qui se rapproche plus ou moins de la boulangerie, mais qui était un peu plus que ça, un peu épicerie, un peu tout. D'accord. Et puis arrive quelques années plus tard la deuxième génération, en l'occurrence ma grand-mère, qui exploite quelque temps cette boulangerie de Sallertaine et décide de migrer vers Saint-Jean-de-Mont, puisqu'il est arrivé quelque chose d'important pour la côte, c'était les congés payés. D'accord. Ils ont racheté une boulangerie à Saint-Jean-de-Mont qu'ils ont exploitée jusqu'en 1954, et puis ils ont cédé cette boulangerie à Daniel Barthaud, donc frère de ma grand-mère, qui a continué, on va dire, à exploiter cette belle boulangerie du bourg. Et est arrivé le troublion de la famille, c'est-à-dire André Barthaud, qui trouvait ça sympa d'être boulanger, mais qui avait d'autres idées derrière la tête. C'est quelqu'un qui était passionné en fait par la technologie, et est arrivé un point très important, une révolution technologique à ce moment-là dans notre métier, qui était la maîtrise de la surgélation. D'accord. Donc tout de suite, il a compris l'intérêt de cette surgélation et teste cette nouvelle technologie dans des petits points de vente éphémères qu'on ouvrait sur la partie ville d'été de Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Ça a été une étape jusqu'en 1985. Puis 1985, en fait, André, il s'éclatait l'été avec toutes ces petites boulangeries. Puis l'hiver, tout était refermé. Hein. Bah oui, c'était il y a moins de vie. En hibernage. Et il décide à ce moment-là d'ouvrir un magasin, non pas éphémère, mais un magasin toute l'année à Chaland. Avec là encore un coup de génie de la part d'André, il décide d'intégrer un univers de restauration rapide, donc de sandwich, dans la boulangerie. Alors aujourd'hui, ça ne se faisait absolument pas? Alors aujourd'hui, ça paraît tellement évident qu'on se dit, à l'époque, pour vous resituer, 1985, les seules personnes qui vendaient des sandwichs dans les centres-villes, c'était les cafés et les bars. Ouais. Il décide de transformer l'essai. Là, je vous mets en 86, 87, 88, là aussi dans des villes proches. Ouais. Donc on ouvre Beauvoir-sur-Mer, bien sûr. On ouvre Fontenay, on ouvre Nantes surtout, Nantes place du commerce. En 95, on se fait accompagner par un monsieur qui s'appelle Charles Serraud, qui est un pape de la franchise, en fait de la théorie de la franchise, qui nous ouvre les yeux sur pas mal de choses, notamment sur le fait que le métier du franchiseur, il a un coût, et qu'il faut le facturer aux franchisés. Donc l'apparition d'un nouveau contrat de franchise, des royalties, tout ça là est en gestation pendant l'année 95. Aujourd'hui, c'est toujours le modèle économique de la Micaline. Oui, alors évidemment, il y a eu du toilettage, mais globalement... Mais principalement, c'est ça. Exactement, la logique de fonctionnement, c'est celle-ci. Le franchiseur est autonome dans son fonctionnement et doit financer en fait ses apports au réseau par des royalties qu'il récupère sur les magasins. Ok, il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est que chaque année, vous avez 40 millions de consommateurs, de clients qui viennent dans les magasins La Micaline. Plus exactement, on a 42 millions de tickets. Donc on peut supposer qu'il y en a quelques-uns qui reviennent plusieurs fois. Ouais. Vous savez quel est le panier moyen? Avant le Covid, c'était autour de 4 €. Okay. Et en fait, le Covid amène des modifications extrêmement importantes, notamment de la fréquentation des villes en fait, et des centres-villes.
Donc on a un phénomène, mais qu'on partage avec les autres enseignes, où les gens viennent moins mais achètent plus. En clair, le panier moyen a presque pris 15, 16, 17% en l'espace d'un an, ce qui est frappant, hein, au détriment de la fréquentation de la ville. Donc on se maintient en termes de chiffre d'affaires, mais pas de la même façon. Aujourd'hui, il y a environ 240 magasins. C'est ça, ouais, 240 points de vente. L'objectif pour 2021, je lisais les 300. En 2025, 300. 300 en 2025. 2021, si on pense qu'on peut réaliser une dizaine, une douzaine d'ouvertures. On n'a jamais été des fanats de la course en avant, d'ouvrir pour ouvrir, parce qu'on travaille avec 95% de franchisés et ils mettent les économies d'une vie entre nos mains. Hein. Donc l'erreur, elle est possible, mais on doit l'éviter au maximum. Avant d'avoir ce poste de directeur général, vous avez commencé notamment dans le sud de la France, par accompagner justement tous ces franchisés potentiels, à les chercher, à animer, à développer. C'est ça. Et avant de rentrer dans l'entreprise en 95, de rejoindre l'aventure familiale, j'ai lu que vous étiez dans les jeux vidéo. Ouais. On s'imagine pas ça. On s'imagine pas que le patron de la Micaline était dans les jeux vidéo. C'était votre formation informatique qui vous a poussé là-dedans ? Alors c'était deux choses. C'était ma passion pour l'informatique, puisqu'en fait, quand j'ai eu 13 ans ou 14 ans, sont arrivés les premiers ordinateurs individuels, qui étaient des Commodore. Et donc mon père m'a acheté un ordinateur là, et donc ça a déclenché une passion chez moi, ce truc. J'ai fait mes études à Nantes, début de mes études universitaires à Nantes, puis j'ai commencé une école à Bordeaux. Et il se trouve que à Bordeaux, j'ai répondu à une petite annonce, puisqu'il y avait une cellule technique qui se mettait en place sur Bordeaux, qui allait créer plus tard Adi, des jeux éducatifs pour enfants, qui ont eu un très grand succès. Bien sûr. Et donc j'ai franchi le pas, ma mère n'était pas du tout contente, j'ai arrêté l'école et j'étais en 3e année en fait, et je suis parti avec eux. D'accord. Et on a créé ce Adibou et Adi, et ça a été fulgurant. En l'espace de 2-3 ans, on l'a fait en une dizaine de langues, en hébreu, en coréen, en italien, en anglais, en français, en allemand. Et puis tellement fulgurant qu'on a été rapatrié sur Paris. Là, j'ai commencé à mal le vivre. Mon côté parisien n'était pas du tout présent. J'aimais pas ça. Et on a été racheté par une société américaine pour le coup. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Californie pour transmettre le savoir-faire. Et pendant ce temps-là, mon arrière-grand-mère, donc la fameuse Angelina Barthaud, insistait à ce que la famille se réunisse tous les ans. Et André Barthaud, qui n'a jamais compris que faire des jeux vidéo était un métier, m'a dit générationnel. Tu vas passer un petit peu aux choses sérieuses, petit cousin. Et donc moi j'ai un truc à te proposer, voilà ce qu'on va faire. Donc l'audit avec le fameux Charles Siroud était en cours. Il dit voilà, on va avoir 100 magasins d'ici 5-6 ans. Est-ce que ça t'intéresse de participer à l'aventure ? Et donc j'ai dit oui. Et pour montrer que j'en avais la capacité, la première étape ça a été d'aller sur le terrain. Ça a été de tenir un magasin à Cognac. Donc j'ai créé un premier magasin à Cognac. J'ai tenu pendant 1 an. Et puis après, il fallait aller plus loin dans le sud parce qu'il fallait qu'on monte. Je suis parti à Toulouse, donc on a créé un 2e magasin à Toulouse. Et puis derrière, ça m'a permis d'exercer les différentes professions du franchiseur finalement. Parce que il a fallu chercher des emplacements. Donc à l'époque, 100 000 km par an en 106, c'était sympa. C'était bruyant surtout. C'était horrible sur l'autoroute, c'était horrible. et donc chercher des emplacements. Donc j'ai été formé par le développeur historique qui s'appelle Bruno Bado, qui est toujours chez nous. Puis après, recevoir des gens, au départ ça a été, j'ai même reçu des gens dans ma cuisine, parce que le magasin n'était pas prêt, il y avait des gens qui étaient intéressés. Et puis donc après, une fois qu'on a eu le magasin, on en a fait un mini-siège, façon de parler, mais on avait un bureau en fait dans lequel on pouvait recevoir. Et de fil en aiguille, ouvrir les magasins avec eux, les accompagner. Donc j'ai fait ça on va dire entre 1996 et 2003, grosso modo, pendant 7 ans. Donc on a dû à ce moment-là, je ne sais plus, mais peut-être faire une 30aine ou 35 ouvertures dans le sud de la France. C'était super. En 2015, la Micaline a fêté ses 30 ans. Ça faisait 20 ans que vous étiez dans l'entreprise. Quelles ont été les grosses évolutions entre 95, votre arrivée, et 2015 ? 1995, déjà, ça a été un point important pour nous. C'était l'arrivée de l'informatique dans le réseau. Ça paraît con, mais avant
Il a fallu faire des débats philosophiques et former des gens au mail quand même. Hein. Parce que les magasins envoyaient leurs chiffres par fax et commandaient par Minitel. D'accord. 3616, c'est si bon, c'était comme ça que ça s'appelle. Et donc l'arrivée de l'informatique a quand même été une vraie évolution importante. Ça nous a mis en communication, ça nous a permis de transférer, simplifier déjà toute la logistique de commande et puis de transférer le savoir-faire via les outils informatiques. Ça, c'était bien, important. Après, des grosses transformations qu'il y a eu, qui a été des vrais débats dans la famille, c'était quid des places assises. Nous, venant de la boulangerie traditionnelle, dans la tête en particulier d'André, de cette génération-là, une boulangerie avec des places assises, ça s'appelle un salon de thé, ça s'appelle pas une boulangerie. Donc pas de place assise. Et ça nous a bloqué, ça a été des batailles avec André, hein. Ça nous a bloqué en fait des portes énormes, c'est-à-dire que pas de station d'autoroute, pas de gare, pas d'aéroport. Tous les lieux de passage en fait. Parce que dans les cahiers des charges, il y avait ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a débloqué dans les années 2000, on a débattu et on a commencé à faire des places assises. Et puis derrière, ça a été le développement exponentiel de la restauration rapide. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore des boulangers ? On est la Micaline, c'est sûr, et on vend du pain, ça c'est indéniable. Par contre, dans la tête du consommateur, on est passé de la petite boulangerie provinciale qu'on était à Chaland et à Saint-Jean-de-Mont à un acteur, j'oserais dire, important de la restauration rapide et du snacking sur le territoire français. Donc ça a été une évolution de finalement notre ADN, quoi. C'est quoi du coup les axes de développement de la Micaline ? Vous avez deux enjeux majeurs là, dans les années qui vont venir, on va dire. La position de la marque dans le digital commercial, c'est-à-dire la prise de position chez les agrégateurs, mais aussi à Uber Eats et Deliveroo, mais aussi par sa propre application, parce que les agrégateurs, ils sont bien gentils, mais ils s'accaparent votre fonds de commerce, en fait, quand même. Aujourd'hui, c'est très peu chez nous, c'est 3,5% du chiffre d'affaires des points de vente. D'accord. On pense qu'on peut atteindre 25% du chiffre d'affaires des points de vente à l'horizon 2025. Donc ça suppose déjà un parc complètement installé, ça suppose des moyens, des applications, outils, des formations franchisées, parce que c'est encore un truc de plus. Leur donner un truc, c'est bien, mais si on ne leur explique pas comment ça marche… Ça suppose d'adapter le concept. Le concept de 4e génération devra laisser une place au digital plus important dans le point de vente, parce que aujourd'hui, on n'est pas équipé pour recevoir des mecs en mobilette dans la boutique. Il n'y a pas d'endroit où on peut retirer, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis le deuxième élément dans le digital, c'est la prise de parole sur les réseaux, et là, il ne faut pas se gourer. C'est-à-dire que la plupart des consommateurs de demain, la première relation qu'ils auront à la marque se passera sur les réseaux et sur les avis qu'ils vont avoir sur les réseaux, donc la gestion de la réputation, enfin, tout ce qui va concerner le digital. La deuxième, c'est en fait tout ce qui va concerner la réponse, la perception qu'auront les consommateurs du niveau de responsabilité de l'entreprise dans les grands éléments sociétaux, environnementaux et écologiques. Enfin, je dirais, le développement durable sera ou doit être au cœur, la stratégie RSE doit être au cœur de l'ensemble de nos actions. Merci David Giraudot d'avoir été l'invité de Je vous conduis, d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. Je vous laisse, on va aller déguster des cookies et à très bientôt, prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.